Comme le rappelle Franck Fanon, la colonisation a d'abord attaqué la culture et la mémoire. Les langues africaines ont été interdites, les religions traitées de sorcellerie, les noms remplacés par ceux des colons, l'identité du colonisé a été niée, remplacée par une identité imposée eurocentrée. Cela a entraîné un désancrage, une perte de repères, un sentiment d'infériorité qui perdure encore jusqu'aujourd'hui. Otep à tous et bienvenue dans l'Éveil en héritage, le podcast dédié à l'éveil, à l'éducation des Noirs de la diaspora européenne. Donc, ça c'est un épisode un peu spécial, donc c'est un nouveau concept que j'essaye de faire. Je ne sais pas si cela va vous plaire, donc je vous laisse me le dire en commentaire. Donc, je vous en dirai un peu plus des détails un peu plus tard, mais bon voilà, pour le pourquoi de ce concept. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de l'importance de se connaître pour se libérer. Donc, je l'ai fait un peu sous forme de PowerPoint parce que je voulais en fait avoir en fait une dimension un peu plus pédagogique réellement dans ce que je fais et c'est aussi en préparation d'un projet en fait qui me tient à cœur avec lequel que je prépare avec un ami et donc voilà, donc c'est pour ça que je teste un peu ce modèle là. Vous me direz si cela vous plaît ou pas. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, donc, on va parler du fait de se connaître pour se libérer, l'identité comme pilier des Noirs de la diaspora. Se connaître pour se libérer parce que, comme on le dit, tout simplement, la connaissance libère. Quand tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu agis, tu sais d'où tu viens, ça te permet en fait de te libérer du regard des autres, de l'histoire que l'autre veut pousser sur toi, de ce que les autres veulent dire de toi que tu sais que tu n'es pas. Ça te permet de te libérer. Et l'identité comme pilier des Noirs de la diaspora. En fait, c'est vraiment le fait d'aller reconquérir son identité, de connaître son identité. Ça peut être en fait un levier, un pilier sur lequel on pourrait s'appuyer en tant que Noir pour pouvoir en fait s'émanciper des chaînes en fait mentales qui restent en nous. Donc ici, je vais vous passer une petite vidéo. Donc dans cette vidéo-là, vous allez me dire en fait qui selon vous a tort ou a raison et pourquoi. Voyez, je vais vous la passer et vous me direz vous-même des nouvelles. Ton ami vient de là. Il est venu toquer comme un taré. Moi, je ne veux pas que c'est la police. Je vais ouvrir, c'est lui qui est là-bas. Et je lui demande. Et dès que j'arrive, il dit, il y a quoi? Et puis il me dit, est-ce que Nolan peut sortir? Déjà, il ne m'a pas dit bonjour. Tu trouves ça normal? Non. Mais alors, il m'a dit qu'il ne m'a pas dit bonjour. J'ai le droit d'écrire, mais je n'ai pas le droit d'écrire. Je l'ai chassé. Est-ce que je n'ai pas le droit? Si, t'as le droit. Toi, tu lui envoies un message pour lui dire, pour lui présenter des excuses, et puis tu lui dis que ne t'inquiète pas, c'est une Africaine. Nolan, Oui. tu as dit à ton ami que moi aussi une Africaine. Non, c'est les Africains qui aboient. C'est les Africains qui est dit. Ça dépend. De quoi? Non, mais il y a des gens en Afrique qui crient. Donc, je fais partie de ces gens. C'est pour ça que tu as présenté des excuses. Non, je suis pas des gens. Et donc, tu lui as dit quoi? Tu as dit quoi à ton ami? Bah, je l'ai présenté mes excuses. Par rapport à? Par rapport à africaine. Par rapport au fait qu'elle soit africaine. Moi, je suis africaine, toi, tu es quoi? Africain et français. Nolan, tu viens de dire tout à l'heure que tu es français. Oui. Tu es français de quel village? Moi, je suis né à Pelle. Mais tu te prends pour qui? Donc ton village c'est Pelt. Parce qu'il t'a accouché à Pelt. Donc ton village c'est Pelt. Non. Mais toi tu es perdu, hein? Donc toi tu es français de Pelt. Non. Tu es français d'où? D'Afrique. Aïe. Mais tu me fatigues, hein? J'ai le droit de crier ici chez moi. Et puis je suis bêté. Je vais crier si ça va pas. Tu as compris? Tes amis viennent là, je prie les voix devant ma porte, ok? C'est moi qui paye mon loyer. C'est chez moi, je fais ce que je veux. Tu as compris? Je crie et puis tu t'en pris des excuses. Oh, pardonnez, que c'est une africaine. Non, je suis bête, pas c'est africaine. Non. Je crie parce que je suis africaine. Non. Donc ton message, ça signifie quoi? On doit présenter les excuses à qui? À moi ou à tes amis? Voilà. Donc, notez bien votre réponse. Hein. Dites-moi qui selon vous a tort et pourquoi. Et gardez ça bien au chaud parce que voilà, on en parlera un peu plus tard dans la présentation. Donc,
pour commencer, on va définir l'identité. Voilà, c'est quoi l'identité en fait? Qu'est-ce que c'est que l'identité? Je vais commencer par une définition générale. Donc, l'identité, c'est l'ensemble des caractéristiques, valeurs, histoires, cultures et croyances qui permettent à une personne ou à un groupe de se définir et de se distinguer. Elle n'est pas figée, mais elle est en constante évolution, influencée par l'histoire, la famille, la société et les choix personnels. Pour les Noirs de la diaspora, l'identité se compose de tensions entre les racines africaines, l'histoire et la réalité contemporaine de la société occidentale. En gros, quand tu évolues dans la diaspora, c'est difficile en fait de réellement avoir ton identité parce que ton identité va être influencée par ce que tu reçois de la société occidentale moderne dans laquelle tu évolues, et également tes racines africaines, ton héritage africain. Donc c'est un peu ça, la difficulté de définir réellement une identité lorsqu'on est un noir de la diaspora. Donc ici, je vais vous parler un peu des 3 piliers fondamentaux pour l'identité. Donc en fait, il y a l'identité communautaire ou héréditaire. C'est celle que nous recevons de notre famille, de notre lignée, de nos ancêtres. Elle est enracinée dans notre sang et est transmise à travers des traditions, les cérémonies, la langue, les symboles, les valeurs. Son influence dépendra de la manière dont elle nous est transmise et l'intensité avec laquelle notre entourage familial nous y initie dès l'enfance. Donc, plus cette transmission est forte, plus elle façonne notre manière de penser, d'agir et de nous définir. En gros, la transmission, l'identité communautaire et héréditaire, c'est celle que tu vas recevoir en fait de ta communauté. Ça peut être déjà tes caractéristiques physiques. Ça fait partie de ton identité. Quand les gens te voient, on voit un noir de peau, une blanche, un asiatique et tout. C'est déjà une identité. Et ensuite, vont venir avec ça la langue, l'accent, la manière de s'exprimer, de concevoir le monde, etc. En fonction de la communauté dans laquelle tu évolues. Donc là, tes parents vont te les transmettre, ton entourage également, quand tu vis dans une société africaine, vont te les transmettre, tes oncles, tes tantes, etc. Ta communauté, si tu fréquentes une église également. Et tu as l'identité sociétale. Elle provient de la société dans laquelle tu évolues, l'école, le travail, les amis, les médias, les institutions. Elle est souvent façonnée par les normes, les représentations et les attentes sociales. Chez certains, cette identité peut s'exprimer plus fortement que l'identité communautaire au point de créer des conflits internes ou familiaux. Ça, c'est ce qui s'est passé avec un de mes enfants. Et cela peut arriver lorsqu'il y a une rupture entre la transmission des valeurs communautaires ou lorsque l'individu cherche à s'intégrer dans une société qui valorise d'autres repères. On est en plein dedans. Donc moi, quand je vous ai dit, quand j'ai commencé en fait ce podcast, c'était parce que j'avais des conflits avec mon fils qui était adolescent et je ne comprenais pas que ce qui me semblait, voilà, que l'identité communautaire que j'essayais de lui transmettre, nos valeurs, les valeurs à l'africaine, la politesse, le respect des aînés, la famille, etc. Je me disais, mais il ne les perçoit pas comme ça. Tandis qu'en Europe, ça va être beaucoup plus l'individualisme, ça va être beaucoup plus les valeurs un peu capitalistes, etc., qui vont être transmises à nos enfants. Et donc, mon fils, il était un peu dans ces valeurs sociétales prédominantes. Tandis que moi, j'étais dans les valeurs communautaires prédominantes. Ok? Parce que j'ai grandi en Afrique, je suis venue ici un peu plus tard que lui, tandis que lui, il est né ici. Et on a aussi l'identité intérieure qui est celle qu'on construit soi-même en pleine conscience. Elle naît de la réflexion personnelle, des expériences vécues, des choix délibérés. Elle représente l'équilibre ou parfois le conflit entre l'identité communautaire et l'identité sociétale. L'identité intérieure permet de faire la synthèse entre ce que l'on reçoit de notre environnement et ce que l'on choisit de devenir. Elle est le reflet de notre authenticité, de notre autonomie, de notre propre vérité. En fait, l'identité intérieure, c'est vraiment l'équilibre ou le déséquilibre que tu auras entre les deux identités précédentes. Est-ce que
tu arrives à avoir un équilibre dans ton identité intérieure, c'est-à-dire, est-ce que tu as un peu de communautaire, est-ce que tu as un peu de sociétal, ou est-ce que tu as trop de sociétal et trop peu de communautaire, ou alors est-ce que tu as trop de communautaire et trop peu de sociétal. Donc, c'est un peu ça, en gros, l'identité intérieure. Quand je vous dis cela, ok, quand je vous dis cela, au vu de la vidéo que je vous ai passée précédemment, quand vous regardez vos réponses, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vos réponses, c'est plus en accord avec les valeurs à l'africaine? Parce que la maman, on sent qu'elle est en accord avec les valeurs à l'africaine. Et j'ai fait une vidéo justement sur ça. C'est quoi les valeurs africaines? C'est quoi les valeurs européennes? Etc. etc. Sur ma chaîne YouTube. Et donc là, la maman, elle, c'est la politesse. Le respect de l'aîné. Et le fait que en Afrique, on dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc pour elle, elle est en mesure d'éduquer un enfant qui a l'air mal éduqué, donc elle lui crie dessus, elle lui crie dessus et elle le renvoie en disant je ne veux pas d'un enfant impoli à la maison. Et elle, voilà, c'est une espèce d'éducation qu'elle donne et elle le dit, voilà, en plus elle répète je suis bêtée. Et elle crie, ce qui est considéré comme une norme en Afrique. Je veux dire, quelqu'un qui crie dans la rue, nous on parle fort, c'est pas quelque chose qui dérange en fait chez nous. C'est pas quelque chose dont tu vas pas te pointer du doigt parce que tu cries. Tandis qu'ici en Europe, bien sûr que t'es pointé du doigt. Tandis que l'enfant, tu le vois qu'il est dans son identité sociétale de par le fait que il minimise en fait le côté impoli de son ami. Mais il a l'impression que ce que sa mère a fait est beaucoup plus grave. Elle a crié sur un enfant qui n'est pas le sien. C'est là qu'il se sent désolé pour son ami et lui envoie un message pour s'excuser en disant c'est une Africaine. Donc, si vous avez l'impression que le jeune homme avait raison, ça veut dire qu'il y a des fortes chances que l'identité sociétale soit celle qui prédomine en vous. Et si vous avez l'impression que c'est la maman qui a raison, c'est certainement l'identité communautaire et que vous avez relevé que oui, un enfant impoli là qui vient chez moi, qui ne me dit pas bonjour, qui vient me demander est-ce que Nolan est là? Il y a des fortes chances que tu dises à cet enfant, il faut quitter, il faut partir. Quand tu es l'idée par la communautaire. Tandis que si tu as par exemple un équilibre entre les deux, on va dire, ta réponse sera un peu plus nuancée parce que tu sais d'où tu es, ou tu pourrais simplement expliquer, de dire à l'enfant, écoute, bonjour, il faut dire bonjour chez nous. Mais tu comprends que lui, c'est la sociétale l'enfant, lui, il vit dans sa société européenne. Je veux dire, en Europe, beaucoup de fois, tu dis bonjour dans la rue, on ne te répond pas en fait. On ne te répond pas, ton bonjour n'est pas spécialement le bienvenu parce qu'on a l'impression que quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est parce que tu veux lui demander quelque chose en retour. Donc le bonjour limite, c'est pas quelque chose qu'on inculque aux enfants. On va pas te marteler, dis bonjour dans la rue. Tandis qu'en Afrique, on te martèle, dis bonjour dans la rue. Parce que le bonjour n'est pas considéré comme de la mendicité. Parce que la plupart des gens ici qui te disent bonjour, c'est vrai, c'est parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'attirer ton attention, ils ont besoin de te vendre quelque chose. Ils ont besoin que tu leur donnes quelque chose, etc., etc. Alors qu'en Afrique, le bonjour, c'est quelque chose, pour nous, c'est de la politesse, c'est signe de respect. Et donc, l'idéal dans tout cela, c'est, en tant que noir vivant dans la diaspora, c'est d'avoir un équilibre. Parce que avoir un équilibre au niveau de toutes ces identités te permet en fait d'être plus ancré. Pourquoi? En fait, quand tu connais, quand tu prends en compte ton identité et tes racines, que tu ne t'oublies pas, mais tout en étant également tenir compte de ce qui se passe en Europe, parce que par exemple, la maman, dans l'idéal, elle aurait pu se dire, bon, vu que l'enfant n'est pas africain, je suis consciente qu'il n'a pas cette identité communautaire que j'ai de par ma communauté, mon appartenance à ce groupe ethnique, les BT, eh bien, et que je suis consciente qu'il a peut-être une identité, c'est sa société dans laquelle il évolue, qui lui dit que voilà, voici la norme, ce n'est pas normal que cette maman-là te crie dessus, etc., etc. Eh bien, elle aurait pu se dire, expliquer à l'enfant. Quand tu es équilibré, ça te permet en fait de prendre en compte les deux. De dire à l'enfant, écoute, je suis consciente que
chez toi, peut-être que le bonjour, c'est pas quelque chose de poli, etc., etc. Mais chez nous, c'est très important, ok? Pour moi, c'est très important que quand tu viennes chercher ton ami, tu lui dises bonjour. Et ce n'est pas ok pour moi que tu ne me dises pas bonjour et que tu viennes juste directement faire ta demande, en fait. Et également, elle aurait pu se dire, bon voilà, je ne veux pas crier de par le fait que ici en Europe, c'est très mal considéré. Parce que quand tu es bêté et que tu choisis de vivre en Europe et que tu décides que tu rentres dans le bus, tu vas parler fort, crier, parce que tu te dis, bon, je suis bêté, c'est comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas être en désaccord, en déséquilibre avec la communauté, la société dans laquelle tu évolues, et cela peut te porter préjudice à plusieurs reprises. Et cela ne t'aide pas à grandir. Pourtant, et également, quand tu es noir et que tu décides en fait de n'avoir que l'identité sociétale en toi, de ne prioriser que l'identité sociétale, ce qui va se passer, c'est que tu oublies qui tu es. Le problème, c'est qu'on va toujours te le rappeler. Le petit jeune homme là qui dit je suis français et truc, et je ne sais plus quoi, je suis français et africain. La plupart des gens ne voient pas en lui un Français, ok? Et il risque de souffrir, de se sentir en souffrance psychologique, parce qu'à chaque fois, on lui demandera, oui, mais t'es né où vraiment? Tu viens d'où? Parce que même si mes enfants sont nés ici en Europe, ils seront toujours renvoyés à leur africanité. Donc, c'est important pour les parents et pour les enfants de connaître cette identité communautaire également et de l'intégrer dans leur façon d'être pour pouvoir vraiment être en équilibre. Tout au long de sa vie, l'individu peut être tiraillé entre ces trois formes d'identité. L'identité communautaire reste souvent la plus ancrée car elle provient de notre origine profonde. Cependant, si elle est en conflit avec l'identité sociétale, ce que la société attend de nous, ou si l'identité intérieure n'est pas construite de manière consciente, cela peut entraîner des troubles identitaires, un sentiment de vide ou de mal-être profond. C'est pourquoi il est fondamental de connaître ses racines, de comprendre ses ascendants et de bâtir une identité intérieure solide et alignée. Donc, comme je l'expliquais, quand tu ne sais pas tes racines, tu ne sais pas d'où tu flanches rapidement. Quand quelqu'un va t'envoyer à ton africanité et que toi, tu ne vois pas en toi l'africanité parce que tu n'as pas du tout cultivé cela en toi. Ou également, si tu es quelqu'un qui décide que la société dans laquelle tu évolues, je m'en fous de leurs règles, de ce qu'ils attendent de moi, je vis selon mes conditions, tu ne vas pas être intégré, tu auras du mal à garder un boulot, tu auras du mal à évoluer dans cette société-là et ça ne sera quand même pas à ton avantage. En fait, le fait de se connaître, ça te permet vraiment de choisir qu'est-ce que tu choisis d'intégrer dans ta personnalité, qu'est-ce que tu choisis de te dire, bon, au niveau de l'africanité, voici ce qui, dans ma communauté, voici ce que je connais ça, et je choisis ce que j'intègre en moi. Parce que tu peux refuser de te dire, bon, ça va pas me servir beaucoup, et ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour moi à avoir comme trait de caractère, donc je préfère ne pas l'avoir ici. Et choisir réellement, quand tu connais tes racines, tu connais tes traditions, tu sais ce que tu peux choisir et ce que tu peux laisser en fonction d'où tu vis. Et également dans la société, tu vois, je vais dire un bête exemple, nous, on mange avec la main, ok? Et certains plats traditionnels, ça se mange avec la main parce que c'est comme ça, tu te laves les mains, tu manges et tout. Et donc, parce que parfois, le repas, ça peut aussi être comme un acte spirituel. C'est un acte de spiritualité, de reconnexion avec tes racines. Donc, le fait de manger à la main, parfois de partager juste une assiette, c'est vraiment une énergie qu'on est en train de créer. Et à l'école de mon fils, on refuse qu'il mange à la main. Ok, on dit que c'est sale. Pourquoi? Et mon fils, il rentre à la maison, il me dit, ah non, il faut manger le foufou par exemple. Il veut le manger avec la cuillère ou la fourchette. Il veut pas le manger avec les doigts. Je dis, mais non, ça c'est des plats dans lesquels, voilà, tu les prépares parce que il faut les manger avec les mains parce que c'est comme un rituel, voilà, c'est un acte de reconnexion que tu poses quand tu manges avec tes mains.
Il dit non, madame, elle a dit qu'on ne peut pas manger avec les mains, il faut manger avec la fourchette. Je lui dis, tu sais pourquoi? Parce que madame, elle n'a pas le temps de te nettoyer les doigts. Il a 3 ans. Hein. Je lui dis, madame, c'est parce qu'elle n'a pas le temps de te nettoyer le doigt. Mais à la maison, tu as vu, là, tu as nettoyé, tu as lavé tes mains. C'est parce qu'il y a plein de petits microbes qui sont dans tes mains et qui risquent de te faire du mal dans le corps s'ils rentrent dans ton corps. C'est la raison pour laquelle, madame, vu que vous êtes, je sais pas, 15 dans votre classe, vous êtes beaucoup dans votre classe, elle n'a pas le temps de vous laver un à un les mains. Et par facilité, elle décide de vous faire manger à la fourchette et la cuillère. J'aurais pu m'énerver, crier, lui dire, mais non, machin, non, non. Ne pas l'écouter et voilà, entrer dans mon identité communautaire, de dire un enfant ne peut pas, c'est l'adulte qui dit et l'enfant il respecte, il n'y a pas de truc, je t'ai dit, tu fais. Et là, j'ai quand même pris en compte la société dans laquelle j'évolue et je lui ai dit, je sais dans la société, mais voici la raison. Est-ce que c'est la vraie raison? Je n'en sais rien, mais j'ai quand même pris en compte que c'est fort probable qu'on lui ait dit ça et que c'est un enfant et qu'il ne le sait pas et que je peux lui expliquer dans la douceur plutôt que dans l'énervement. Et parce que j'ai aussi choisi, j'ai choisi qu'est-ce que je vais prendre de ma communauté et qu'est-ce que je choisis de ne plus prendre. Parce que c'est vrai que de base, avant, j'étais une maman qui criait, qui s'énervait, et jusqu'à présent, il y a des moments, voilà, c'est humain et parfois tu t'énerves. Mais de manière consciente, j'essaie de travailler sur moi pour ne plus avoir à l'être et à plus être dans l'écoute de mon enfant. Donc, en fait, le fait de se connaître, en fait, ça te permet réellement de choisir qu'est-ce que tu décides d'intégrer. Parce que pour moi, manger à la main, c'est quelque chose que j'ai décidé d'intégrer dans ma personnalité, dans mon identité. Ok? Manger à la main ou même parler la langue. Parce que moi, je parle la langue à mon fils. L'identité peut résister aux stéréotypes. Et en fait, quand tu te connais, tu peux résister aux stéréotypes. Et tu peux faire des choix éthiques et transmettre des valeurs fortes. C'est exactement ce que j'essaie de faire avec les enfants. De se dire, tu te connais, c'est parce que tu es noir, parce que tu viens d'un certain continent, parce que tu as un certain background, que tu dois également être capable de parler ta langue maternelle. Je ne veux pas lui dire, non, il n'y a qu'une seule langue, et c'est la langue de madame. Il y a plusieurs choses. Tu peux, en fait, dès petit, j'essaie de lui apprendre à naviguer entre les deux mondes. Je trouve que c'est important et c'est quelque chose que j'estime que manque de conscience, je n'avais pas au moment que j'ai eu mon premier enfant. Une identité assumée est un levier de transformation personnelle, familiale et communautaire. Elle transforme le regard porté sur soi et celui du monde extérieur. Donc ici, je vais vous faire jouer des vidéos de Baba Buntu. En fait, c'est un psychologue, un docteur et un philosophe qui a beaucoup travaillé en tant que thérapeute et mentor. C'est quelqu'un en fait qui a vraiment beaucoup étudié et analysé les dynamiques d'évolution des hommes noirs, principalement en Afrique du Sud, également aux États-Unis et dans le monde en fait. Et donc ce qu'il donne en fait, ces petites interventions, en fait, c'est tiré d'une conférence qu'il avait donnée justement sur voilà, l'importance de connaître sa culture, de connaître qui on est. Donc je vais vous jouer la première vidéo et après c'est en anglais. C'est sous-titré, mais je crois que les sous-titres sont trop petits pour pouvoir les lire. Donc, je vais en fait vous faire le résumé de ce qu'il vous dit après. African men know your culture. Culture becomes a very difficult place to go to when you see that African culture has been ridiculed, has been downgraded, has been associated with barbarism and things that don't really work. At best, African culture appears to be cute and colorful. That's not a place an African strong man wants to go. So a lot of African men become removed from their cultural identity, and it has an effect on how they then need to draw cultural tools to... En fait, ici, Baba Buntu va parler du fait qu'il est vraiment important en tant que noir de se reconnecter à sa culture, mais il explique que c'est quand même difficile pour les noirs de se reconnecter à leur culture quand ils voient que les médias, l'Occident en général, dépeint sa culture comme quelque chose de folklorique, comme quelque chose en fait vraiment avec des
comme quelque chose qui n'est pas utile, comme quelque chose de très enfantin, de très folklorique, etc. Donc c'est difficile pour un homme noir qui se sent masculin de se dire que cette culture qui a l'air folklorique, colorée ou enfantine pourra m'aider, pourra être un endroit dans lequel je peux trouver des ressources pour avancer dans la vie. Donc il disait que c'est important d'aller au-delà de ce que les médias occidentaux veulent populariser de notre culture. Il est vraiment important de connaître la vraie culture africaine. C'est là que les Africains vont pouvoir tirer la source de leur force pour pouvoir avancer. On passe à la deuxième vidéo. We say that African culture is built on the African family. But what happens when the African family is so affected by its history and its lack of cultural strength that it reproduces some of the oppressive effects that we have endured for centuries on this continent? Donc là, il dit par exemple que c'est vrai qu'il demande en fait qu'il faudrait aller se reconnecter à sa culture, mais également c'est difficile. Une autre difficulté qu'il y a de se reconnecter à sa culture, c'est aussi le fait que nos parents, les personnes qu'on va considérer comme des parents traditionnels, souvent, comme ils ne se connaissent pas, ils ont tendance à reproduire des traumatismes qu'ils ont de manière inconsciente en eux. Ils les reproduisent dans leur foyer. Quand tu n'es pas conscient de qui tu es, de l'histoire liée à tes souffrances, liée à tes traumatismes durant l'esclavage, la colonisation, etc. En fait, le traumatisé, la personne qui était traumatisée aura tendance à reproduire tous ces schémas traumatiques auprès de ses enfants et voilà. Donc, il exhorte un peu les parents à réellement se connaître, à se reconnecter à eux-mêmes et à connaître quels sont les mécanismes qui les font bouger, quels sont les traumatismes auxquels ils auront été exposés et comment les guérir. Donc, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, les traumatismes transgénérationnels, l'importance de devoir les régler pour ne pas les transmettre aux générations descendantes. Ici, donc en parlant de traumatisme justement, il parle vraiment du fait ici, la colonisation et destruction de l'identité. Donc, il parle du fait vraiment que les parents qui élèvent leurs enfants en Europe, ils doivent vraiment prendre conscience de toute urgence, de se réapproprier de leur histoire et de cesser de reproduire et de retransmettre les sabotages culturels qui étaient opérés par les colons et qui sont retransmis depuis des siècles. Il est temps de stopper ces transmissions et de remplacer par la connaissance de soi. Comme le rappelle Franck Fanon, la colonisation a d'abord attaqué la culture et la mémoire. Les langues africaines ont été interdites, les religions traitées de sorcellerie, les noms remplacés par ceux des colons, l'identité du colonisé a été niée, remplacée par une identité imposée eurocentrée. Cela a entraîné un désancrage, une perte de repères, un sentiment d'infériorité qui perdure encore jusqu'aujourd'hui. Le colon a vraiment mis sa force pour pouvoir vraiment nous déconnecter de qui on était parce que ils savent que quand tu sais qui tu es, quand tu es connecté à tes racines, tu as vraiment énormément de force. Une fois que tu te connais, tu sais exactement ton histoire, tu sais ce qui a été structurel, tu sais ce qui a été structurellement organisé pour te déconnecter de qui tu es. À ce moment-là, tu te dis, bon, premièrement, je me reconnecte. Tu vois, tu te reconnectes à tout ce qu'on t'a interdit parce qu'aujourd'hui, tu es dans la possibilité de le faire. Le savoir, vraiment, aujourd'hui, il est facile d'accès via l'Internet. Le pouvoir de la connaissance de soi. Ici, en fait, il parle beaucoup des révolutions, en fait, ce qui arrive quand tu te connais. Qu'est-ce qui arrive quand tu te connais? Il parle ici de la révolte de Macandal à Saint-Domingue. En fait, Macandal, c'était un nègre marron. Les nègres marrons, en fait, c'était les Noirs qui se révoltaient contre les esclavagistes. Et c'était quelqu'un qui était vraiment connecté aux savoirs ancestraux de par la connaissance qu'il avait des plantes. Les plantes, en fait, qui étaient aux Antilles, il connaissait qu'est-ce qui pouvait faire quoi, etc., etc. Et alors de là, il a concocté des poisons pour pouvoir empoisonner en fait les maîtres des différentes plantations qui détenaient des esclaves. Et donc c'est vraiment pour dire que quand il s'est reconnecté, je veux dire, il n'a pas utilisé les armes, il n'a pas utilisé vraiment ce que les
colon utilisait pour pouvoir faire la guerre. Il a utilisé ses connaissances ancestrales et quand tu te connais, tu as la connaissance de tes ancêtres, tu as également une force de révolte. Je donne ici l'exemple de la reine Ziga d'Angola. Elle utilisait en fait les forces ancestrales et les savoirs ancestraux pour pouvoir savoir en fait quelles sont les stratégies à mener pour pouvoir faire grandir son armée et pour pouvoir repousser l'oppresseur. Tout cela pour vous dire que quand vous vous connaissez et que vous vous reconnectez à vous-même, en fait, on trouve vraiment une force, une puissance inébranlable. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les spiritualités africaines a beaucoup été combattues et a beaucoup été traitées de sorcellerie. Vu que les colons se sont battus pour nous déraciner, ils ont également, lors de la conférence de Berlin, diviser l'Afrique comme un gâteau et ils ont décidé de créer des frontières un peu partout, n'importe comment, de manière aléatoire. Ça, c'est mon territoire. Ils ont mélangé les peuples. Voilà, quelqu'un d'une ethnie, l'autre de l'autre ethnie, on vous mélange et on vous dit que vous êtes un même peuple. Et après, on vient dans ces colonies et on vous dit, ah, l'autre, il a le nez plus gros, toi, tu as le nez plus fin, tu es supérieur à lui, battez-vous. Le fait de mettre des communautés différentes a permis facilement de rentrer encore, de créer des isanies. En général, un Canadien n'est pas un Allemand, un Irlandais n'est pas un Français. C'est comme si aujourd'hui on met des Irlandais qui ont leur culture et de par le fait qu'ils ont la peau blanche, on les met avec des Français, tu sais, le même peuple, etc., etc. Bien sûr qu'il y aura des différences. Et quelqu'un vient ici de dire, ah ben tiens, les Irlandais, ils sont roux, il y a beaucoup de roux là-bas, et ben les Français, ils sont blonds. Allez, battez-vous parce que les blancs sont supérieurs aux... Voilà, vous comprenez un peu. Donc, non seulement, par exemple, dans mon pays, le Cameroun, c'est très compliqué de trouver, en fait, de pouvoir vivre en communauté parce qu'il y a énormément d'ethnies différentes au Cameroun. Et ensuite, ces ethnies différentes ont des cultures différentes, pensent différemment, ils ont des langues différentes. On veut les obliger, en fait, à être... On les voit comme un seul groupe, le groupe des Africains. OK ? Bien que ça ne soit pas facile, le panafricanisme, en fait, c'est un peu comme une réponse politique et spirituelle et à cette fragmentation identitaire des Africains. Le panafricanisme dit, bon, c'est vrai que pendant des années, on s'est fait des guerres parce que le colon venait mettre des ethnies différentes et les fait se battre les uns contre les autres. Aujourd'hui, le panafricanisme va plutôt prôner alors l'acceptation du fait qu'on est vu comme un tout. Bien que ça ne va pas être facile, mais pour le bien commun, pour le bien des Noirs, parce que quand un Blanc va venir faire du mal à un Noir, il ne va pas se dire « Ah, celui-là, il a un nez plus gros, je veux moins le frapper. » Ou celui-là, il a les fesses plus petites, je veux moins le frapper. Les fesses plus gros, je veux plus le frapper. Bon, bref, peu importe. Il voit juste les Africains comme un tout, un, uni. Et donc, le panafricanisme dit, ben justement, profitons de cela pour créer justement une unité ensemble, en fait, une unité, une identité commune, pour pouvoir, en fait, viser, en fait, l'unité dans la diversité, le lien entre les peuples d'Afrique et leurs descendants. Il encourage à la création d'un narratif commun et une identité intercontinentale. Et c'est une redéfinition par nous-mêmes de ce que signifie être africain aujourd'hui. En gros, sous le prisme du panafricanisme, ça serait vraiment l'idéal pour les Africains qui ont été depuis tant d'années maltraités, divisés et fragilisés. À ce moment-là, si on s'unissait sous le nom, entre guillemets, sous le panafricanisme, ça pourra en fait nous redonner notre force, de mettre de côté nos différences et ça nous permettra en fait de valoriser ce qu'on a en commun. Parce que dans une de mes vidéos justement, quand je parle de valeurs africaines, il y a énormément de valeurs africaines qu'on trouve par rapport dans tout le continent en fait, dans tout le continent africain, il y a énormément de valeurs qu'on va trouver. Comme dans la vidéo que je vous ai montrée, il y a la valeur du respect, la valeur du respect de l'aîné, la valeur de la politesse, etc., etc. Il y a énormément, et de la spiritualité, on est très spirituel, même si on pratique différentes spiritualités, on est quand même des gens spirituels. Donc, en gros, c'est pour dire que en Afrique, si on veut voir les choses sous le prisme du panafricanisme, c'est possible en fait de trouver des choses qui nous réunissent.
Donc ici dans cette vidéo là, c'est en fait la toute première vidéo que j'ai créée sur ma chaîne ici. Et donc dans cette vidéo, je vous parle un peu des exemples des valeurs africaines qui sont communes dans toute l'Afrique. Les valeurs de la communauté. En général en Afrique, c'est souvent fréquent que nous vivons tous en communauté. Je veux dire, moi j'ai vécu avec mes grands-mères, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents dans la même maison, dans la même cour, même je veux dire les voisins, c'est pas des voisins, c'est limite la famille. Quand tu dis mon voisin ou quand tu as grandi avec un enfant de quartier, c'est souvent vous partagez la même cour, vous jouez tous ensemble, il y a une très grande proximité entre les gens, entre les personnes du même quartier. Quand on dit en Afrique, ce n'est pas une seule personne qui éduque un enfant, c'est-à-dire que si ton enfant vient chez moi et qu'il agit mal, j'ai le droit de l'éduquer parce qu'en fait, on part du principe que nous partageons tous les mêmes valeurs, nous savons ce qui est correct à faire dans notre société et nous savons ce qui n'est pas correct. Donc la communauté, c'est vraiment quelque chose de très très grand. Il y a énormément d'enfants africains de ma génération qui étaient élevés par leurs grands-parents parce que c'était normalisé. Parce que quand on vit tous dans la même maison, la maman est au travail ou elle est aux études, donc souvent c'est le grand-parent qui va prendre la relève, etc., etc. Et c'est aussi parfois ça va être les oncles, aussi c'est aussi courant qu'un oncle, que voilà, tu as un enfant, tu le donnes à ta soeur, à ton frère, etc., pour que l'enfant puisse être élevé par ton frère parce qu'il a plus de moyens que toi. La communauté, la solidarité, la famille, etc., ça fait partie des valeurs qui sont intrinsèques un peu partout en Afrique. Une autre valeur, ça va être la valeur de la spiritualité. On sait qu'en Afrique, la spiritualité est très très importante. Nous sommes un peuple très spirituel. Donc c'est rare de voir des personnes athées en Afrique. Peut-être de nos jours ça pourrait être de plus en plus fréquent, mais de base c'est très rare. Enfin, à contrario de l'Europe où on va trouver plus des personnes laïques, des personnes athées, des personnes qui vont avoir un esprit un peu plus scientifique, qui vont dire... Dans la vidéo on entend bien que il y a énormément de valeurs qui sont communes à l'Afrique. Et donc, grâce au panafricanisme, on pourrait en fait tous se réunir sous ces valeurs-là qui sont communes à nous et et s'appuyer dessus pour vraiment être le socle, le pilier pour l'unité africaine. Et cette unité qui nous amènera en fait vers l'autodétermination. Donc ici, je parle un peu de comment transmettre ces valeurs. Donc là, c'est un peu la partie où je commence à trouver un peu des solutions justement. Donc, comment transmettre ces valeurs à nos enfants pour pouvoir vraiment créer une identité panafricaine qui serait également une réponse à ces problèmes-là. C'est-à-dire que les Noirs qui ont du mal, parce que quand tu vis dans une société à l'Occident qui ne met pas tes valeurs en avant, voilà, c'est une société dans laquelle les valeurs communautaires, tes valeurs et ton essence ne sont pas mis en avant dans cette société-là. Donc le fait d'avoir une identité un peu plus forte, plus grande comme l'identité panafricaine nous permettra en fait de pouvoir créer des repères qui nous permettront en fait d'être fiers de ce qu'on est et qui nous permettront en fait de créer une solidarité entre les Noirs. Donc maintenant, une fois qu'on connaît entre guillemets ces valeurs-là, maintenant comment les transmettre à nos enfants pour pouvoir justement reconstruire une identité panafricaine dont ils seront fiers et qu'ils pourront facilement retrouver en fait partout. Comment les transmettre à nos enfants? Une des premières solutions, selon moi, c'est d'abord en tant que parent de se connaître, ok, de faire un travail d'introspection. Quelles sont les valeurs que j'ai envie de transmettre aux enfants? Quelles sont les valeurs que j'aimerais qu'ils aient? Quelles sont les valeurs, selon moi, qui sont importantes pour leur croissance, pour leur épanouissement dans les valeurs africaines que j'ai? Et ensuite, une fois que tu sais que c'est pas les valeurs que je vais leur transmettre, te poser la question, est-ce que je suis en congruence avec ces accords? C'est-à-dire congruence. C'est-à-dire que, est-ce que les valeurs que je veux qu'ils aient, est-ce que moi-même, dans mon comportement, dans mon comportement, je donne l'exemple de ces valeurs-là? C'est-à-dire, toi, tu ne veux pas que tes enfants te parlent mal. Tu veux qu'ils aient le respect de l'aîné. Est-ce que quand toi, tu parles à tes parents, est-ce que tu es respectueux? Est-ce que quand tu parles à ta mère, à ton père, est-ce que tu es respectueux?
Est-ce que tes enfants peuvent dire oui, papa, maman, respecte papi et mamie? Déjà ça. Également, le mensonge. Est-ce que tes enfants, quand il y a des oncles et tout qui viennent à la maison, est-ce que tes enfants, tu mens devant eux? Est-ce qu'ils te voient mentir? Toi, tu veux pas qu'ils mentent. Est-ce qu'ils voient? Également, est-ce que tu veux leur transmettre, par exemple, la communauté, l'entraide? Est-ce que tu peux leur montrer que dans la famille, quand on a besoin de toi, est-ce que tu es quelqu'un qui aide? Est-ce que tu montres que tu aides? Donc, la première des choses, c'est de travailler sur soi-même. C'est parce que les enfants sont ultra sensibles à ça, de savoir ce que papa, maman me dit, est-ce qu'elle-même, elle incarne cela? Voilà. Je tiens également à rappeler aux parents que, prioritairement, mieux vaut travailler sur des valeurs panafricaines. Des valeurs, en fait, qui vont aller dans le sens du panafricanisme, dans le sens, en fait, de la fédération, de l'union, au niveau des Noirs, en fait. C'est vrai que quand on pense panafricanisme, valeurs panafricaines, certaines personnes peuvent penser que voilà, en vouloir absolument rejoindre le groupe du panafricanisme qui, je le rappelle, le but du panafricanisme, c'est vraiment l'union des Africains et ça permet en fait vraiment de promouvoir l'unité, la solidarité et l'émancipation des peuples africains et de leurs descendants à travers le monde. Donc que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Et je sais que ce travail-là, c'est quelque chose de très compliqué parce que beaucoup de personnes vont penser que le fait de vouloir créer ce mouvement-là, ça va un peu amener à la dilution extrême des particularités de chaque ethnie, de chaque peuple. Alors que en transmettant des valeurs panafricaines prioritairement à nos enfants, cela n'empêche pas également de transmettre des valeurs beaucoup plus attachées à sa tribu, à son ethnie. Voilà, le but, c'est d'abord d'avoir un socle, une conscience noire commune, en fait, entre tous les Noirs, parce que dans tous les cas, peu importe où on est, peu importe le milieu d'où on évolue, et voilà, c'est un constat que Marcus Garvey avait également fait, que partout où le noir était, il était traité de la même manière. Il était toujours traité de manière dégradante. Donc, en fait, en créant ces valeurs communes à tous nos enfants et surtout voilà en les faisant partir sur une même base, cela pourrait créer une solidarité entre nous et comme on le sait, l'union fait la force. Le fait que voilà un noir, malgré qu'il soit musulman, chrétien, orthodoxe, peu importe, que la valeur de panafricain soit d'abord sa valeur première. C'est-à-dire, c'est d'abord mon frère noir qu'il voit en premier avant de voir un musulman, avant vraiment de séparer en fait. C'est vraiment de trouver une base commune. Et pour cela, il faut créer des socles communs. Il faut également fréquenter en fait des cercles panafricains, des cercles en fait qu'ils promeuvent, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau culturel. En fait, voilà, il faut fréquenter ces socles-là qui permettent également à l'enfant de baigner dans ce que vous lui enseignez à la maison. Bien sûr, il y aura énormément de difficultés à créer ce panafricanisme et à créer ces valeurs panafricaines. Il y a également une grosse division entre les Africains et les Afro-descendants, je veux dire, que ce soit en Amérique, dans les îles, les Caraïbes, etc. C'est très compliqué d'avoir une union commune. Et également, voilà, il n'y a pas vraiment un mouvement politique panafricain commun. En fait, le panafricanisme n'a même pas encore eu un grand essor, qu'il y a déjà plusieurs écoles différentes qui naissent. Et c'est compliqué pour le peuple d'aller suivre quel type de panafricanisme je dois suivre, l'inclusif, l'exclusif, etc. C'est très, très difficile. Et déjà qu'entre nous, déjà entre ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont restés sur le continent, c'est très compliqué. Mais petit à petit, à la maison, si chaque parent se dit, bon voilà, les bases du panafricanisme, c'est l'union entre tous les Noirs.
C'est vraiment de tenir en compte cela pour pouvoir inculquer cela à nos enfants, à nos valeurs, à ces valeurs-là d'unité, de solidarité, etc., aux enfants en priorité. Donc le panafricanisme vraiment veut promouvoir l'unité sans toutefois être en uniformité. Maintenant, pour leur transmettre, il y a plusieurs supports en fait par lesquels on peut passer. Donc ça peut être justement par la création de rituels familiaux, par des histoires africaines qu'on peut leur raconter, caribéennes, etc., pour pouvoir réellement s'inspirer en fait d'un panafricanisme qui prend également les particularités de chacun en fait dans la communauté. Également par des films, des livres en fait qui parlent positivement des personnages noirs. Et surtout, il faut encourager les enfants à poser des questions et leur montrer en fait pourquoi il est important de connaître et d'être fier en fait de ses origines et de ne pas en avoir honte, que ce soit par exemple beaucoup de nos enfants, ça va être ça va être par exemple la discrimination au niveau de leurs cheveux, commence très tôt, sur leur couleur de peau, etc. Donc voilà, enseigner ça en amont aux enfants pour qu'ils n'aient pas à le découvrir à travers les réflexions dégradantes en fait de leurs collègues en fait à l'école. Donc voici encore voilà une autre manière de transmettre ces valeurs-là à nos enfants. En fait, le but de tout cela, le but d'inciter les enfants à connaître leur identité et également de cultiver une identité panafricaine commune à tous, cela permet en fait d'avoir des racines ancrées, des racines profondes ancrées qui feront que à la première remarque, à la première critique sur soi, que ce soit sur sa couleur de peau, sur ses cheveux, sur peu importe qui il est, sur la force, parce que beaucoup de femmes aussi noires on les critique sur leur force physique, etc. En fait, le fait de comprendre vraiment l'africanité, le fonctionnement de sa propre culture, de ses descendants et le modèle qui était le plus répandu sur le continent en priorité, cela permet tout simplement d'ancrer nos enfants dans leur force. Les gens se disent, oui, les Noirs ont été dominés pendant tout le temps, c'est un peuple faible. En fait, c'est juste un peuple qui, de par ses connaissances spirituelles, de par sa spiritualité, c'est des personnes, de dire ça aux enfants, que c'est juste que la violence, c'est pas quelque chose à normaliser. De dire, oui, on est les plus forts, donc c'est normal qu'on soit violent vis-à-vis de vous. En fait, c'est une maladie, ce n'est pas normal. L'homme est censé être plus intelligent que l'animal. Et clairement, l'homme est censé réfréner ses pulsions de violence. Peu importe le type de pulsions qui vont entrer dans l'homme, il est capable, en fait, plus que l'animal, de raisonner ses pulsions. Et de dire que parce que je suis le plus fort, je vais aller attaquer plus faible que moi. Pour moi, ce n'est pas preuve de civilisation. De ramener la barbarie en tant que norme, ce n'est pas ce n'est pas une preuve de civilisation. Les peuples noirs ont toujours essayé de vivre en harmonie avec ce qui était autour d'eux. La tendance qu'a certaines communautés de vouloir à tout prix réduire son voisin à plus bas que lui, à plus bas que terre, à vouloir le mettre en esclavage, ce n'est pas quelque chose de normal et ce n'est pas quelque chose à mettre en avant et à dire oui, c'est parce qu'ils sont plus forts. Pour moi, c'est fait preuve de maladie. Parce que aujourd'hui, un adulte qui est plus fort qu'un enfant, de se dire, voilà, ou qui est plus violent, parce que qu'est-ce qui a la force réellement, et qui a une tendance à être plus violente, décide par exemple d'aller agresser une femme ou un enfant, ou peu importe, on dira la personne elle est malade, elle mérite d'être en prison. Mais au niveau de la société, quand cela se passe, quand des communautés soi-disant plus fortes que d'autres viennent agresser d'autres communautés et expliquent que c'est parce qu'on est les plus forts et donc forcément c'est à nous de vous civiliser, c'est à nous de vous mater, c'est à nous de vous réduire en esclavage. C'est pas quelque chose qui devrait être considéré comme normal. Parce que beaucoup de gens se disent, bah oui, le plus fort, machin truc. Mais remettez ça, en fait, auprès de vous. Vous imaginez, parce que, je sais pas, moi, un boxeur, il est plus fort que toi. Il va se dire, bon, vu que j'ai une force physique, je vais commencer à boxer tous les jours dans la rue.
Et l'histoire nous le montre aujourd'hui, l'Occident est en train de dire oui, vive le bio, vive ça, vive ça. La manière de cultiver en fait de l'Africain ou de vivre, que ce soit par les huttes, que ce soit son milieu naturel, lui, il évoluait. C'est quelque chose qui a toujours été en respect et en accord avec la nature. Il a toujours été en synergie avec la nature, tandis qu'aujourd'hui, quand l'Occident arrive et veut donner des leçons de civilisation, aujourd'hui, il est en train maintenant de back-up. Maintenant, aujourd'hui, consommer bio, ça devient en fait la haute classe qui le fait. Alors que de base, sur les pensées africaines, tout le monde consommait bio. La production était bio en priorité. Et les maisons, aujourd'hui, on dit oui, une maison intelligente et autonome, etc. En Afrique, c'est ce qui se faisait déjà. Les matériaux de construction qui étaient faits et qui étaient choisis pour les constructions des maisons et la manière dont c'était dirigé en prenant en compte l'orientation du soleil, en prenant en compte la fraîcheur à l'intérieur, tout en conservant l'extérieur chaud, etc., etc. Tout ça a été pris en compte et de manière simple en fait et de manière accessible à tout le monde. Aujourd'hui, ce genre de constructions sont plus accessibles à tout le monde. On les rend difficiles d'accès. Le but, c'est vraiment d'apprendre à nos enfants que ce que tu es, tu n'as pas besoin que l'autre t'approuve ou te valide. Ce que tu es est déjà très bien. Et regarde l'histoire de tes ancêtres, regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Tout le monde va revenir à ce que tu étais. Donc, dès à présent, accepte qui tu étais. Il y a des exemples comme ça à foison, que ce soit au niveau des fesses des Noirs, qu'on a ridiculisé, insulté, etc. pendant des années et qu'aujourd'hui, c'est la mode des BBL. Également... pareil pour tout ce qui est bio, la production, etc. Pareil pour même les maisons intelligentes, etc. Tout ce qui est naturel, on est en plein dedans dans le retour. Que ce soit même au niveau du cheveu afro. Je sais qu'à un moment donné ou un autre, je sais qu'en Asie, plusieurs personnes passent par des processus chimiques pour pouvoir avoir le cheveu crépus, etc., etc. Et je pense que dans le futur, il y en aura encore. Et à chaque fois, c'est pas le noir qui en profite parce que lui, à ce moment-là, quand les gens embrassent ce qu'il est, son essence, eh ben lui, il a déjà négligé parce qu'on lui a dit, néglige, ce n'est pas important. Également pour nos terres, hein, on nous a fait croire que jusqu'à présent, oui, il faut venir en Europe parce que l'Europe, c'est mieux. Et c'est aujourd'hui qu'il commence à y avoir une conscience par rapport à cela. De comprendre qu'en fait, on a tous sur le continent, l'immigration en Europe n'est pas la solution, la réponse, en fait, la panacée à tous les problèmes des Africains. Pour conclure, je dirais que, en fait, un peuple sans connaissance de soi, de son histoire, de ses origines et de sa culture est un peuple sans racines. Donc, et je pense que le fait d'apprendre aux enfants la connaissance de soi, le fait de reprendre en fait cette parole, de se réapproprier leur histoire et de poser des bases pour un avenir plus ancré et plus épanoui, leur permettra en fait réellement d'éclore. Comme à l'image que j'ai mis là, en fait, c'est vraiment l'éclosion d'un phénix. C'est un phénix qui renaît de ses cendres. Et aujourd'hui, l'Afrique est un peu considérée que, voilà, comme en cendre, en fait. Il est vraiment considéré comme réduit à néant. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais qu'en fait, en donnant des bases solides, en enseignant de manière active leur identité et leur histoire à nos enfants, cela leur permette en fait de renaître en fait de leur cendre tel un phénix, et également de leur laisser l'éveil en héritage.